Poursuit avec notre invité Alain Bauer. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité défense, auteur d'un tout dernier ouvrage d'ailleurs également, La guerre qui revient, aux éditions du Cerf. Alors on entend l'Union européenne qui accentue, qui développe son budget pour apporter de l'aide à l'Ukraine, également les États-Unis avec 14 milliards de dollars, une enveloppe qui a été adoptée hier. Est-ce que cette assistance militaire occidentale, qu'elle soit européenne ou américaine, est une intervention directe dans la guerre ? C'est une intervention directe car nous livrons des armes à un belligérant, mais nous ne participons pas au combat. Aucun pays de l'Union d'ailleurs, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de zone d'exclusion aérienne ni d'intervention de troupes directement sur le territoire ukrainien. C'est un entre-deux, ni belligérant ni neutre. On vient de voir aujourd'hui que plusieurs villes sont attaquées. Certaines villes qui avaient été épargnées le sont aujourd'hui. Concernant la capitale, Kiev, seul le sud est pour l'instant épargné par l'avancée des chars russes. Est-ce que l'armée russe, selon vous, peut conquérir la capitale ? Non, je crois qu'ils n'y pensent même pas. Ils hésitent entre l'encercler et l'écraser pour des raisons qui sont celles du narratif de Vladimir Poutine. C'est-à-dire comment il termine cette guerre en disant qu'il a gagné. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il y a aussi une bataille des mots. Si on était ukrainien, on dirait Kiev et pas Kiev. Nous utilisons le terme russe alors que la langue officielle ukrainienne est l'ukrainien. C'est le cas pour Kharkov-Kharkiv, qui est le cœur, à mon avis, de l'offensive de Vladimir Poutine. Moi, j'ai été insuffisamment pessimiste, puisque je pensais que l'offensive se limiterait à privatiser la mer d'Azov. Je n'ai jamais pensé à un moment que Kiev était un objectif. Je n'ai pas pensé qu'Odessa était un objectif. Et j'ai peut-être eu tort, on ne sait pas encore. Mais il y a aujourd'hui des objectifs qui sont clairs. Et donc l'encerclement de Kiev en fait partie. Mais est-ce un encerclement en vue de sortir par le haut en disant j'ai accompli mes objectifs et donc je peux désormais finlandiser. Mais ça sert à quoi d'encercler une capitale sans l'envahir ? Alors fixer d'abord beaucoup de forces de l'armée ukrainienne qui du coup ne peuvent pas être réparties là où ça se passe vraiment. Au sud et à l'est, et puis recomposer l'offensive russe, qui est un échec, puisque c'était une offensive blitzkrieg, 3 jours, où on pouvait en même temps décapiter le gouvernement ukrainien, être accueilli en sauveur et libérateur à l'est. Rien de tout ça ne s'est produit, et donc la stratégie évolue en même temps que les événements. La résistance ukrainienne à l'est, des russophones comme des non-russophones, est considérable. Elle a pris par surprise l'armée russe, qui a des pertes gigantesque, beaucoup, 10 à 15 fois plus que durant la guerre d'Afghanistan au quotidien. Et donc, il faut recomposer le dispositif. Vladimir Poutine a besoin d'une porte de sortie. Le président Zelensky lui en a offert une. Justement, j'allais y revenir parce que vous dites la stratégie évolue. Et effectivement, on a entendu le président ukrainien se présenter un peu à la fois comme résistant et à la fois comme homme de paix, puisqu'il a déclaré vouloir se battre jusqu'au bout. Puis d'un autre côté, il a dit accepter de discuter l'avenir des territoires séparatistes, voire même l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, alors que c'est inscrit dans sa constitution. Faut-il voir là une inflexion de Zelensky et quelle peut être la réponse de Vladimir Poutine ? Non, c'est pragmatique. C'est de toute façon, inéluctablement, la puissance militaire conventionnelle russe va gagner cette guerre. C'est un désastre politique, c'est un désastre moral, mais ça peut être une semi-victoire militaire, encore qu'au vu des pertes, ce sujet peut être discuté. Il faut offrir une porte de sortie à Vladimir Poutine. Mais pourquoi elle viendrait de la part de Zelensky ? Parce qu'il est celui qui a le plus besoin d'un cessez-le-feu. Le pragmatisme, c'est ça. Oui, mais au risque, lui, de s'affaiblir politiquement. Au vu de l'état des pertes civiles en Ukraine, le cessez-le-feu est un enjeu de survie pour les Ukrainiens. Il y a que des Occidentaux qui voient ça de leur salon, qui pensent que c'est un sujet inflexif. Non, la réalité, elle est sur le terrain. Il y a des morts, des blessés, des maternités, etc. Donc le vrai sujet, il est d'offrir cette porte de sortie. Et il y a une réponse russe. Pour la première fois, on n'a pas eu un sous-ministre de la Culture chargé de faire du vent en négociant des couloirs humanitaires qui ne fonctionnent pas, mais le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui pour la première fois rencontre un ministre ukrainien des Affaires étrangères, en tout cas depuis la révolte du Maïdan en 2014, et qui commence un début de commencement de négociation très doucement, parce qu'on n'a pas toujours trouvé la porte de sortie. À mon avis, la clé de tout ça, c'est Mariupol. L'absence de victoire à Mariupol de Vladimir Poutine l'empêche de dire « j'ai gagné ». Et donc, tant qu'il n'a pas quelque chose à dire à son peuple, il est en danger chez lui, car la clé de Vladimir Poutine, elle se passe au Kremlin, pas en Ukraine, pas en Europe. Donc, tant qu'il n'aura pas ramené quelque chose, des villes importantes et stratégiques dans son escarcelle, la guerre continuera.
En tout cas, il faut qu'il ait une victoire à annoncer et le narratif ne peut pas annoncer une victoire avec autant de pertes, autant de morts, autant de résistance ukrainienne et un désastre sur le point de vue de l'information. Il a perdu la guerre de l'information que le président Zelensky a gagnée. Un mot encore sur les couloirs humanitaires, parce que est-ce qu'il ne faut pas là être aussi prudent de la part des ouvertures vers la Russie qu'offre Moscou, parce que vider une ville de sa population, c'est également affaiblir la résistance ukrainienne? Alors, la résistance ukrainienne n'est pas composée de femmes et d'enfants ni de vieillards, même s'il y a beaucoup de femmes combattantes en Ukraine et qu'il faut souligner leur détermination. Non, la vraie question, c'est on n'envoie pas, un agresseur n'envoie pas les agressés chez lui pour des couloirs humanitaires. On les envoie à l'ouest, etc. Et donc c'est pour ça qu'on renforce en Moldavie, en Pologne, partout où il y a une frontière directe avec l'Ukraine, les forces de l'OTAN, justement, pour expliquer qu'il y a des limites à ne pas franchir. La question géorgienne est également extrêmement importante. La menace sur la Biélorussie, sur le fait qu'il ne faut pas qu'ils s'engagent trop, faute de quoi ils prennent aussi des risques importants chez eux, est un élément de la négociation. Donc les couloirs humanitaires, pour l'instant, sont plus de la gesticulation, hélas, tant qu'ils ne sont pas ouverts à l'ouest. Merci beaucoup, Alain Bauer, pour votre analyse dans ce journal. Une édition qui